Bonjour à tous. Merci de m'avoir fait l'honneur de me proposer d'animer cette table ronde avec ces éminents spécialistes en entreprise et en cabinet d'avocats sur toutes ces problématiques d'épargne salariale, même si notre sujet, pour l'instant, devrait rester limité à l'intéressement avant le prochain rapport sur la participation. Je voulais peut-être juste commencer, avant de donner la parole aux participants, peut-être donner quelques chiffres sur de quoi on se parle finalement ce matin. On parle d'intéressement, de participation. J'ai repris les derniers chiffres de la DARES qui ont été publiés en avril 2022 et qui relatent en fait les chiffres de l'épargne salariale de l'exercice 2020. Alors on sait que l'année 2020 n'a pas forcément été la plus généreuse en termes d'épargne salariale pour des raisons qu'on connaît tous, puisque un certain nombre d'entreprises ont été en difficulté cette année-là, mais on parle quand même d'un montant total de 18,6 milliards d'euros sur l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale, d'intéressement, participation et l'abondement aux différents plans d'épargne salariale. Donc on parle d'une somme globale dans l'économie française qui n'est pas tout à fait neutre. Et les derniers montants moyens qui sont versés, même s'ils sont en faible progression, on parle de 1 410 € en moyenne pour la participation, soit 3,7% de la masse salariale des bénéficiaires. Donc là, on s'aperçoit que le chiffre 3,7% de la masse salariale des bénéficiaires, ce n'est pas neutre non plus. L'intéressement, 1 850 €, 4,6% de la masse salariale. Et l'abondement, lui, 765 € pour le PE et 605 € pour le PERCO ou le PERECO. Donc, on parle de montants qui peuvent être relativement significatifs, et notamment relativement significatifs pour les populations employées, ouvriers, pour lesquels, forcément, en pourcentage de la masse de leur rémunération globale, les montants peuvent être particulièrement significatifs. Alors, j'aurais peut-être tout à l'heure une question pour Vincent Roche sur sa dernière intervention et proposition ou suggestion sur le fait de rendre l'intéressement moins proportionnel au salaire. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler tout à l'heure, mais moi je m'interrogeais sur justement comment une entreprise, et ça serait intéressant d'avoir les réactions des représentants des entreprises aujourd'hui, comment une entreprise peut aussi réagir par rapport à cette proposition, quand on sait notamment qu'on veut donner à l'intéressement un caractère incitatif, comment on arrive à inciter aussi les cadres et à emmener les cadres si on fait une rémunération plus uniforme et moins proportionnelle à la rémunération. Est-ce qu'on arrivera à embarquer aussi la population des cadres? Voilà. On pourra reparler de tout ça tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a rappelé ces différents chiffres, et sans doute à contre-courant du thème de ce colloque qui est la rémunération non salariale, on ne peut pas oublier le moment dans lequel se situe notre journée. Je crois qu'un grand nombre d'entreprises sont en plein milieu de leur NAO ou vont démarrer leur NAO, sont sous la pression d'organisations syndicales qui, pour beaucoup, demandent l'accélération des NAO par rapport au calendrier habituel. Beaucoup d'entreprises qui, sous la menace de grève, de mouvements de grève, sont contraintes d'engager plus rapidement que prévu et que leur calendrier habituel les négociations annuelles. On connaît bien évidemment toutes les tensions sur le pouvoir d'achat, les attentes sans doute beaucoup plus élevées que les années précédentes sur des augmentations de rémunération directes. Le professeur Bossu nous a parlé tout à l'heure de toute la palette d'instruments qui sont maintenant à la disposition des entreprises pour finalement donner des compléments de rémunération indirects aux salariés, que ce soit la PPV, la prime transport, le forfait mobilité durable, l'augmentation des titres restaurants, le paiement des jours de RTT. La palette est immense et donc ces NAO s'ouvrent avec cette palette énorme devant les entreprises, sans parler même de sujets que vous n'avez pas abordés comme les conditions du télétravail. Est-ce qu'on verse une indemnité télétravail à des salariés? Là aussi, ça peut faire partie de compléments indirects de rémunération. Et alors, dans ce contexte-là, ces mécanismes de plus en plus nombreux, et en écho à ce que disait Vincent Roche tout à l'heure, quelle est encore la place de l'intéressement et la participation? Quelle est encore la place de l'épargne salariale dans ce contexte? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de saupoudrage, finalement, de la politique de rémunération? Et est-ce que, finalement, on ne passerait pas à côté, ou en tout cas, on perdrait, finalement, tout le caractère incitatif des dispositifs d'épargne salariale en saupoudrant une politique de rémunération? Alors peut-être d'abord de donner la parole aux praticiens de l'entreprise, peut-être sur ce sujet-là. Alors, je crois que l'intéressement est un outil quand même qui est très utile et que les salariés en fait
comprennent. Et globalement, moi je dirais, le fait d'avoir un dispositif qui soit basé sur la présence dans une proportion à définir dans le cadre d'un accord d'entreprise, c'est très compréhensible pour les salariés. Donc je dirais que cet aspect-là, il n'est pas forcément négatif. Et l'intéressement, je crois que ce qui est aussi important, c'est qu'il soit perçu non pas comme une rémunération court terme, mais comme une rémunération à plus long terme. Que ce soit juste les 5 ans de blocage qui sont permis, qui sont obligatoires, sauf cas de déblocage anticipé, ou voire même plus long, puisque on voit des PE d'entreprise où les sommes sont assez conséquentes et où les personnes laissent leur intéressement, parce que finalement, le placement de l'intéressement a un rendement qui n'est pas forcément aussi inintéressant. Donc voilà un peu les réflexions sur le sujet. Pour rebondir sur ce que disait Vincent, il y a vraiment un point moi, sur lequel je trouve... j'ai longtemps milité, pas toujours avec succès, en entreprise, quand j'étais DRH, et j'ai eu parfois des débats assez toniques en comité de direction. Et moi, je suis un fervent partisan d'un intéressement uniquement axé sur le temps de présence. Je considère que c'est une prime d'équipe, le terme est juridiquement très incorrect, mais ça rétribue une performance collective, je vais le dire comme ça, ça rétribue une performance collective, et mon argumentation en comité de direction, c'était de dire ce qui va différencier les performances individuelles, c'est le salaire fixe, et c'est éventuellement les primes sur objectif. Encore que, on peut avoir des discussions sur la pertinence des primes d'objectifs, mais c'est un autre sujet. Et donc, c'est ça qui va faire que, selon qu'on est dans une entreprise directeur de région ou ouvrier métallurgiste, on va avoir un niveau de salaire qui va forcément être différent et un niveau de prime variable qui va, la plupart du temps, ne pas exister pour le personnel ouvrier, exister pour les cadres. Bon, bref, chacun est rétribué à hauteur de son niveau de responsabilité. L'intéressement, c'est pour moi exactement l'inverse, c'est-à-dire que ça rétribue une performance collective, et moi je suis un fervent militant d'une rétribution identique pour tous, à part évidemment le temps de présence. Ça, c'était le premier sujet que je voulais soulever. Et le deuxième sujet, c'est que je trouve que l'intéressement, il est pertinent pour l'entreprise, parce qu'effectivement, il va récompenser une performance, atteinte ou non, et surtout, l'entreprise a la possibilité de mettre en place un outil de performance qui est compréhensible par tous. Quand vous dites sur un site de production c'est 0 accident, donc intéressement qui est versé, tout le monde comprend ça en fait. Contrairement, mais je ne veux pas anticiper des débats de tout à l'heure, contrairement à la participation. Enfin, il y a peu de personnes qui comprennent comment est calculée la participation, et les salariés ils ont de la participation, c'est très bien, ils sont contents, mais vous dire pourquoi ils ont eu de la participation, ils sont incapables de le dire. Mais voilà, je ferme la parenthèse sur la participation parce qu'on en parlera tout à l'heure. L'intéressement, c'est la possibilité pour l'entreprise de mettre en place un système de performance, de récompense d'une performance qui est simple et lisible par tous. Donc je pense que pour ces différentes raisons, c'est un outil bien évidemment qui doit être conservé dans le paysage des entreprises. Donc ça, c'est le regard des entreprises. Côté cabinet, côté avocat. Non, moi, ce qui me paraissait intéressant, sur lequel je voulais intervenir et rebondir sur ce que disait Vincent sur la mise en perspective de l'intéressement avec la stratégie RSE des entreprises. Vincent nous a dit effectivement tout à l'heure que les critères de performance environnementaux étaient des critères qui étaient de plus en plus utilisés. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et que pour sauver le soldat intéressement, alors c'est vrai que ça reste un dispositif effectivement facultatif. En revanche, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où l'entreprise met en œuvre un accord d'intéressement, je me demande dans quelle mesure les critères de performance environnementaux ne deviennent pas des critères obligatoires.
Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez peut-être en tête la décision du Conseil constitutionnel sur la loi pouvoir d'achat, qui nous a dit, je cite, que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation, et qu'avant même le Conseil constitutionnel, on avait la loi Pacte, qui a modifié le Code civil, et qui a indiqué que la société devait être gérée dans son intérêt social, bien sûr, mais aussi en prenant en considération les enjeux environnementaux. Et donc le dirigeant d'entreprise, il est aujourd'hui confronté à cette nécessité de tenir compte des intérêts environnementaux, et que pour pouvoir associer justement le plus grand nombre de personnes, il faut pouvoir inciter la collectivité des salariés. Et donc, je vois dans cette performance environnementale un moyen de sauver l'intéressement. Alors, il y a plusieurs moyens, vous les avez peut-être en tête, moi j'en ai relevé 3. Il y a effectivement les critères de performance environnementale, la consommation d'énergie. Alors, je ne sais pas si cette année qu'on fera des réductions d'énergie, mais en tout cas, il y a la consommation d'énergie, il y a la réduction du bilan carbone, la diminution du gaspillage, etc., etc. Bien sûr, il faut que tous ces critères environnementaux restent quantifiables pour que l'intéressement reste valide. Et puis, Vincent l'a évoqué tout à l'heure, mais ça me paraît très important, dans le Code du travail, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a ce que l'on appelle l'intéressement dit de projet. Et cet intéressement dit de projet m'apparaît formidablement intéressant à propos de la protection de l'environnement, parce qu'en réalité, il permet, dans une entreprise, de pouvoir distinguer, par exemple, l'intéressement qui s'appliquerait aux fonctions corporate, aux fonctions sièges de l'entreprise, et puis un intéressement spécifique aux usines qui seraient rattachées à cette entreprise. C'est-à-dire qu'à travers un dispositif commun d'intéressement, on va pouvoir, à travers l'intéressement dit de projet, offrir des critères de performance environnementaux spécifiques et dédiés à l'activité soit de l'usine, soit du siège social de l'entreprise. Donc ça me paraît très, très important. Et une dernière chose, si on veut être encore plus, je dirais, avoir un peu plus de raffinement encore dans le fait de dédier l'intéressement à la protection de l'environnement, vous savez que les sommes qui sont placées sur le PE, etc., peuvent ensuite être placées sur des FCP, et qu'il existe désormais, mais c'est depuis un certain temps maintenant, des FCP dits ISR, qui sont des investissements socialement responsables et donc qui permettent de placer de l'argent sur des fonds qu'on appelle aussi des fonds de placement éthique ou des fonds d'exclusion, qui permettent de placer des sous dans des entreprises, dans des investissements des entreprises qui excluent certains secteurs d'activité qui sont par définition nocifs pour l'environnement et qui au contraire privilégient les investissements dans des entreprises solidaires ou de développement durable. Voilà. Donc, on a quand même un certain nombre d'outils qui nous permettent de valoriser justement la RSE tout en valorisant aussi l'intéressement. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment un constat qu'on fait dans les accords d'intéressement qu'on est amené à revoir pour nos clients, c'est qu'on voit de plus en plus de critères RSE et de critères autour de l'environnement. Alors c'est pas, il y a bien sûr des critères financiers, des critères de performance économique, mais on voit apparaître de plus en plus, je dirais presque quasiment systématiquement, en tout cas dans les grandes entreprises aujourd'hui, des critères environnementaux. Je pense que c'est la déclinaison aussi de tous les engagements que les entreprises doivent prendre en termes de RSE, qui font partie de leurs obligations d'établir des politiques RSE, et l'une des façons concrètes de déployer cette politique RSE, au-delà d'éventuellement former des salariés comme certains groupes le font sur toutes les problématiques environnementales, je pense à AXA notamment, d'introduire des critères RSE ou des critères purement environnementaux. Et je pense que cette année va être sans doute l'année de l'apparition ou de la multiplication des critères environnementaux, parce que dans les critères environnementaux, on a beaucoup la consommation d'énergie, et que là, on va avoir pour une fois, enfin, peut-être pour la première fois, une convergence entre les intérêts économiques de l'entreprise et l'intérêt environnemental. Et je pense que les deux vont se rejoindre et rendront d'autant plus nécessaire ou en tout cas opportun l'introduction de ce type de critères. Oui, je pense comme mes confrères en effet que les critères ESG, RSE vont sans doute permettre de sauver le soldat intéressant, parce qu'il répond en effet, il permet en tout cas aux entreprises de répondre à la problématique qui est la leur et quotidienne, d'avoir cette politique RSE, ESG.
En revanche, là où j'ai plus de doutes, c'est sur le caractère d'utilisation de la performance, en effet, que permet l'intéressement, au contraire de la participation. Et je m'interroge, et vous avez commencé à le faire tout à l'heure, sur l'adhésion de la population cadre à cette performance. Effectivement, le fait de pouvoir, dans l'accord d'intéressement, poser des critères de performance, on espère, va influencer l'ensemble de la collectivité pour que le travail s'améliore et que certains critères, certains points particuliers soient améliorés. J'avoue, mais je pose la question, j'avoue douter de l'adhésion de la population cadre, notamment, qui, peut-être, eux, ont la chance d'avoir des plans de RSU, des stock options, des plans de rémunération variable aussi, tout simplement, basés sur des critères de performance, qui peuvent d'ailleurs inclure des critères ESG à un endroit, et dont la rémunération est d'autant plus élevée par ces dispositifs. J'ajoute, dans des groupes internationaux qu'ils peuvent avoir, pareil, des stocks, des RSU, des actions, un plan de rémunération variable également à dimension internationale. Et donc voilà, je m'interroge sur l'utilité de ce dispositif d'intéressement et d'adhésion de la population cadre qui, je le crois, dispose déjà d'outils leur permettant d'améliorer leur rémunération de manière significative, beaucoup plus qu'avec les montants qu'on a cités tout à l'heure sur l'intéressement. Voilà. Moi, je suis tout à fait du même avis que toi, dans le sens où l'intéressement n'est pas, à mon avis, le moyen de rétribuer l'encadrement. Il y a les parts variables, où on peut mettre des critères spécifiques pour justement gérer la performance de l'entreprise et intéresser l'encadrement à la performance de l'entreprise. L'intéressement, c'est une politique plus globale qui concerne l'ensemble de la collectivité de travail, où il peut y avoir des critères justement de performance. Parce que, comme l'a dit Vincent dans son intervention, on a envie d'améliorer un point particulier dans la performance de l'entreprise. Que ce soit le zéro accident, que ce soit les coûts de l'entreprise qui dérapent potentiellement, ou en cette période d'inflation, c'est aussi intéressant de gérer les coûts de l'entreprise. Donc ça peut être un indicateur aussi d'intéressement. Et ça concerne tout le monde. Vincent, tu voulais réagir ? Oui, une petite réaction sur ce qui a été dit. Alors, sur ce que vous avez dit, oui, les critères RSE, on en voit plus. Il y a effectivement cet intéressement de projet que j'ai abordé. Moi, à titre personnel, j'en vois pas tant que ça. La RSE fonctionne, on voit des critères, pas toujours très originaux, mais l'intéressement de projet, il fonctionne pas beaucoup. Enfin, dans mon expérience à moi, en tout cas, c'est un peu dommage, parce que je pense que juridiquement, c'est un outil qui est quand même assez souple. Il n'y a pas tant de contraintes que ça. Il est beaucoup plus souple que l'intéressement traditionnel, d'ailleurs tel qu'il est encadré par le Code du travail aujourd'hui. Donc je suis d'accord, c'est un autre axe de réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui. J'entends complètement les réflexions, effectivement, sur le fait que l'intéressement, avec tout ce qu'on se dit, c'est pas forcément le meilleur outil pour lutter sur la hausse du pouvoir d'achat et pour rétribuer au mieux la population cadre. Effectivement, on l'entend. Après, je pense que c'est difficile d'avoir cette réflexion pour l'ensemble des entreprises, parce que ça dépend évidemment de la composition de chaque entreprise, de la proportion de cadres à l'intérieur de chaque entreprise. Il y a des entreprises où il n'y a que des cadres et où là, l'intéressement peut vraiment être l'un des moyens pour les rétribuer. Et toutes les entreprises ne connaissent pas aujourd'hui, ne sont pas aujourd'hui dotées des dispositifs qui seront évoqués plus tard, je crois, dans la journée, d'actionnariat salarié, stock option, etc. Donc là, l'intéressement, alors vous me direz, c'est subsidiaire, mais bon, c'est encore ça. L'intéressement peut être utile éventuellement pour rétribuer l'encadrement. Il y a un point quand même. Moi, je trouve que ça peut être un outil pour gérer le pouvoir d'achat. Parce que en cette période où il y a l'inflation, on peut gérer son intéressement aussi avec l'abondement. Et l'abondement a un intérêt direct sur la somme que la personne touche dans son intéressement. Et il peut être intéressant d'avoir un abondement. Et là, ça permet d'avoir une politique aussi de pouvoir d'achat sur les bas salaires, d'avoir une politique d'abondement qui est forte
sur les premières sommes versées dans le cadre du plan et de moins en moins élevées plus la somme est élevée. Donc, je dirais ça peut être, et ça peut répondre au sujet. Et même, c'est à regarder. Mais c'est du plus long terme. Mais c'est aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise de gérer le court terme et le plus long terme. Je crois que ce qui est intéressant, de toute façon, dans tous ces mécanismes, c'est la flexibilité qu'ils offrent, même si on dit toujours que les règles sont trop contraignantes, même si elles sont beaucoup plus flexibles aujourd'hui. C'est toute la flexibilité entre ce que peut faire une petite entreprise qui n'aura pas forcément des ressources en interne pour travailler sur un projet vraiment très détaillé, de réfléchir à sa politique salariale au sens large, qui n'aura pas forcément les marges de manœuvre financières pour le faire, et ce que peut faire une entreprise plus importante, avec quand même énormément de flexibilité, notamment pour l'intéressement. Là, j'ai vu, je voyais il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant une entreprise qui exploite des carrières en France et qui avait fait un système avec une première couche d'intéressement pour l'ensemble de l'entreprise plutôt basée sur des résultats, plutôt à caractère financier, puis ensuite pour chacune de ces carrières, 6 ou 7 critères vraiment très opérationnels, dont des critères environnementaux, de consommation, d'absentéisme ou autres. Et ça donne vraiment quelque chose de vraiment au plus proche du terrain, avec en plus un système d'intéressement qui pouvait être trimestriel ou semestriel. Donc là, qui, en termes de pouvoir d'achat, a sans doute beaucoup plus d'impact que... C'est vrai, quand on parle à un ouvrier de fait de placer sa participation pour avoir de l'abondement, mais qui sera bloqué pendant 5 ans, c'est effectivement pas ça qui lui permettra d'arrondir ses fins de mois. En revanche, si on peut avoir de l'intéressement trimestriel, qui sera peut-être pas forcément placé, en tout cas certains décideront de le placer, mais d'autres non. Alors là, on voit tout l'intérêt que peut représenter. Mais ça suppose effectivement d'avoir un peu d'ingénierie dans l'entreprise ou de réflexion, parce que c'est le pilotage des critères, des formules de calcul n'est pas toujours évident. Alors, je reviens quand même sur ma première question de départ pour les DRH et les directeurs des relations sociales. On sait que, et le professeur Bossu le rappelait en propos introductifs, les entreprises n'ont pas forcément des marges de manœuvre très importantes en termes d'évolution de leur masse salariale. Comment vous, concrètement, vous pilotez, vous faites les arbitrages justement entre ce que vous allez peut-être dépenser en plus ou en enveloppe supplémentaire d'intéressement, en abondement supplémentaire, et quand on avait préparé, vous parliez de cotisation à des systèmes de retraite, prévoyance, frais de santé. Comment vous faites concrètement ces arbitrages, vous, avec une masse salariale qu'on vous impose, ou en tout cas que vous n'allez pas pouvoir dépasser? Eh bien, ça, c'est aussi un sujet de négociation avec son management. Mais effectivement... l'intérêt, je pense, c'est d'avoir une vision globale. Et donc, pas forcément augmenter les salaires parce que l'inflation étant tellement élevée qu'on ne pourra pas suivre. On ne peut pas suivre l'évolution. Pas donner 8% d'augmentation de salaire une année, c'est pas faisable. Avec la gestion des coûts, la gestion aussi des coûts derrière qui augmentent pour les entreprises, c'est très compliqué. Donc l'intérêt de mixer les différents outils, c'est finalement d'avoir une approche globale. Mais effectivement, le nerf de la guerre, il est toujours là. Donc c'est à rester dans une enveloppe à définir. Et Emmanuel, j'imagine que ça dépend aussi des partenaires sociaux qu'on a en face, dont on connaît les attentes, peut-être en fonction de leurs appartenances syndicales. Oui. Dans des environnements sociaux un peu toniques, les partenaires sociaux peuvent être précieux parce qu'ils vont donner un vrai ressenti. Il y a souvent un ancrage syndical dans ces cas-là qui correspond à une réalité de terrain, et ils vont pouvoir nous donner le ressenti de ce que sont les attentes des salariés. Et donc dans ces cas-là, effectivement, j'aime bien l'image du cerf-volant à deux mains, c'est-à-dire qu'on joue sur des mesures collectives, des mesures individuelles. Donc il y a toujours ce débat éternel entre le budget d'augmentation générale, le budget d'augmentation individuelle.
Et moi, ça a pu m'arriver quand j'avais un budget d'augmentation générale dont je savais qu'il était trop juste pour satisfaire mes interlocuteurs syndicaux, mais derrière ça, pour satisfaire l'ensemble des salariés. J'allais sur le versement d'une prime qui était donc avec un dispositif qui était un dispositif non soumis ou peu soumis à cotisation sociale. Donc il y a eu plein de dispositifs différents. Et Villepin avait aussi introduit une prime, mais ça fait très longtemps maintenant, qui était non soumise à la cotisation sociale. Il y avait les leviers de supplément d'intéressement ou de participation. Et puis maintenant, finalement, ce qui pourrait presque sauver l'intéressement d'un dévoiement, c'est-à-dire que c'est vrai que l'intéressement, c'est un outil, c'est censé être un outil d'épargne à long terme, ou en tout cas à moyen terme, c'est la prime de partage de la valeur, parce que finalement, les leviers qu'on peut utiliser pour toucher tout de suite une prime exceptionnelle en mettant de côté cette épargne salariale sur un plan d'épargne d'entreprise, c'est la prime de partage de la valeur. Et du coup, elle pourrait presque continuer à permettre à l'intéressement de perdurer, parce que justement, elles sont de ce point de vue-là complémentaires. Et donc, les leviers qu'on essaye d'utiliser, c'est de la masse salariale qui va effectivement, une augmentation de la masse salariale qui va venir cranter la masse salariale de manière définitive, et puis des mesures exceptionnelles qui non seulement sont peu soumis à la cotisation sociale, mais qu'en plus on ne retrouve pas dans les comptes de l'entreprise de l'année d'après. Donc c'est comme ça qu'on essaye de... Je rejoins Laurent, c'est en permanence un jeu d'équilibre qu'on essaye de trouver dans la négociation avec les organisations syndicales. Peut-être avant de prendre des questions dans la salle, juste une question pour Vincent. Est-ce que, si on peut dire que la prime de partage de la valeur a tué quelque chose, est-ce que ce n'est pas les suppléments d'intéressement et de participation ? Si, c'est possible. Des suppléments d'intéressement et de participation, ça aussi, ça fait partie des dispositifs assez souples, alors qui sont, dans mon expérience, plus utilisés que l'intéressement de projet, mais on n'en voit pas non plus tout le temps. Et effectivement, maintenant qu'il y a une prime de partage de la valeur avec pas beaucoup de formalisme non plus, des montants qui peuvent atteindre, enfin qui peuvent quand même aller jusqu'à 6 000 € quand on a notamment un accord d'intéressement, évidemment, à quoi sert le supplément d'intéressement, à quoi sert le supplément de participation? Mais c'est d'ailleurs la réflexion de certains, je crois que c'est l'Institut Montaigne, il me semble, qui propose justement de fusionner les deux et d'intégrer la prime de partage de la valeur dans le supplément d'intéressement et de participation, voyant bien qu'il y a une concurrence, voire une incompatibilité, enfin une superposition entre les deux. Donc faut attendre. Alors, moi j'ai vu des primes, j'ai vu des suppléments d'intéressement et de participation, alors même qu'il y avait des versements de PEPA, de primes exceptionnelles de pouvoir d'achat. Maintenant que la PPV peut atteindre 3 ou 6 000 €, est-ce que ça va perdurer? Effectivement, je pense qu'il faut attendre les prochaines années pour voir ça. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Oui, madame. Oui, pardon, bonjour, Pascal Ernst. Oui, peut-être quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Quand même, quand on regarde les textes, on voit bien que l'exonération fiscale, l'impôt sur le revenu et CSG-CRDS pour les salariés, elle est très temporaire, puisque c'est pour les versements jusqu'à fin 2023. Donc effectivement, alors que sur l'intéressement, le régime fiscal et social est quand même très connu et stabilisé. Donc pour moi, cet aspect-là est à prendre en compte, parce qu'on ne sait pas du tout si on va pouvoir faire de la PPV tous les ans dans ces conditions-là. Merci. Oui, effectivement, c'est vrai, on n'est pas rentré dans le détail du régime fiscal et social de la PPV. Il n'est pas si simple que ça, puisqu'effectivement, pendant 2 ans, ça va être un peu différent à compter, je crois, du 1er janvier 2024 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, effectivement, moi, j'avais aussi pensé à ce risque-là. En 2022 et 2023 et 2024, il y a peut-être un risque quand même que les entreprises ne s'embarrassent pas trop avec ces suppléments d'intéressement et de participation. Et après, comment sera le régime fiscal et social de la PPV en 2024 ? Je pense que c'est très difficile de le savoir, même si elle a été pérennisée. On voit bien d'ailleurs que même en matière d'intéressement, les changements de régime fiscal et social, ils sont extrêmement réguliers. Donc moi, quand même, je pense qu'il y a un petit risque de superposition entre les deux. Je ne suis pas sûr que... alors effectivement, je suis d'accord, la PPV peut être complémentaire avec l'intéressement, dans le sens où l'une peut être perçue immédiatement, l'autre est placée sur un plan d'épargne. Je ne suis pas sûr de retrouver vraiment cette complémentarité entre la PPV et le supplément d'intéressement ou de participation. Oui, en fait, la PPV, pour moi, c'est un dispositif pompier. Et puis, on va voir comment il s'installe dans la durée.
Je suis d'accord, maintenant il est pérennisé maintenant, donc oui. Oui, mais c'est vrai que les exonérations fiscales, notamment là qui elles ne sont pas forcément pérennes, elles rendent le mécanisme quand même beaucoup plus incitatif que les suppléments d'intéressement et de participation, qui d'abord supposent d'avoir de l'intéressement et de la participation. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui de toute façon n'auront pas le choix et se tourneront forcément vers la PPV. Et puis également, ça permet quand même à des salariés d'avoir une exonération fiscale sans avoir besoin de placer de l'intéressement pendant 5 ans. D'autres questions? Oui, il y a une question d'Erwan Guillon. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que le versement d'une avance sur l'intéressement en cette période aujourd'hui pourrait être une demi ou une solution complète? Avec quelles précautions par rapport au régime de ces sommes? Je vois bien la difficulté en cas de placement ultérieur sur un fonds, hein, mais est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et est-ce que dans un accord de NAO, sans remettre en cause encore une fois le régime global de l'intéressement, est-ce qu'on pourrait prévoir le versement de cette avance dans un article de l'accord de négociation annuelle? Il me semble que le versement des avances sur l'intéressement est admis depuis très longtemps. Je pense que ça figurait dans les premières circulaires sur le sujet. En revanche, ce qu'exige le ministère et donc l'URSSAF, et surtout l'URSSAF, c'est que l'avance soit remboursable. C'est-à-dire que si l'intéressement ne produit pas au minimum le montant qui a été versé à titre d'avance, que les salariés soient contraints de le rembourser, ce qui pose quand même des problèmes pratiques. Comme tu le disais, Erwan, le salarié à qui on aura versé de l'intéressement, qui peut-être ne l'aura pas placé et l'aura dépensé, ensuite on devra retenir sur son bulletin de paye le montant correspondant à l'avance si jamais les résultats ne sont pas à la hauteur. Et d'autre part, si le salarié a pris la décision de placer son intéressement sur le PE, comment on résout cette problématique? Donc ça pose quand même des questions pratiques qui sont assez complexes à gérer. Moi, les seuls mécanismes d'avance que j'ai vus, c'est vraiment des avances qui représentaient une fraction vraiment relativement minime de l'intéressement, justement pour éviter qu'on ait un risque de devoir demander aux salariés de rembourser le montant de l'avance. Oui, madame. Moi, j'enseigne la matière d'épargne salariale. Oui, bonjour à tous. Oui, j'enseigne la matière de l'épargne salariale à l'Université de Lille, donc je suis très intéressée par ces débats et notamment sur les aspects de la communication, parce que c'est une matière qui est très méconnue par les étudiants, aussi par les chefs d'entreprise, par les salariés qui malheureusement sont victimes d'un grand déficit de communication sur les dispositifs dont ils bénéficient. Donc, en général, il n'y a pas de placement. Enfin, donc tout ça est très méconnu. Et je me demandais si on ne pourrait pas améliorer la transparence en publiant les accords d'intéressement, puisqu'actuellement, les accords ne sont pas publiés, ne font pas l'objet d'une obligation de publication sur le site Légifrance. Voilà, donc j'aimerais connaître votre avis. Oui, en tout cas, sur l'aspect communication, je vous rejoins complètement. Je pense que c'est aussi de la responsabilité de l'entreprise de communiquer sur ces moyens d'épargne salariale, sur les moyens d'épargne salariale qui sont offerts dans l'entreprise. Je ne conçois pas la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale sans communiquer auprès des salariés sur le dispositif en question. Même j'irai au-delà, c'est-à-dire que nous, dans mon entreprise, je fais de la communication avec aussi le gestionnaire du PE qui vient, qui fait des sortes de forums pour justement expliquer de l'intérêt de placer ces sommes, comment on gère. En cette période d'inflation, quelle est la meilleure opportunité de placement,
sans pour autant se mettre à la place des collaborateurs. Je crois que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a un vrai déficit de communication et de connaissance de la part des salariés de ces dispositifs, ce qui, je crois, joue sur l'attractivité de ces dispositifs. Les salariés en ont une connaissance très faible. Effectivement, avec le tiers gestionnaire des fonds, ça complexifie encore plus le dispositif. Mais dans certaines entreprises, alors moi je ne l'ai quasiment jamais vu, on est censé normalement remettre une documentation, une présentation. Je crois que le guide de l'épargne salariale parle de cette documentation qu'on est censé remettre aux salariés. Personnellement, en fait, je n'ai jamais eu la chance d'en voir. C'est un guide qui n'est jamais remis. Hein. Je crois jamais. Et le salarié est ravi d'avoir, je crois que c'est Vincent qui citait un 13e mois, un 14e mois à la fin de l'année, sans trop savoir à quoi ça correspond. Et c'est là où effectivement je crois qu'il y a une vraie difficulté de ces dispositifs, et également celui dont on va parler après, c'est la connaissance par les salariés, comment ils arrivent à se l'approprier. Et je crois très mal. Et c'est pour cela qu'on se tourne vers des avantages périphériques aussi. Je voulais y revenir, professeur Bossu en parlait. Là, on a des mesures qui sont très concrètes pour les salariés. Prise en charge de frais divers et variés. Je pensais en ces temps de télétravail, on a des entreprises qui se tournent vers de plus en plus de prise en charge des frais de télétravail, des équipements, etc., etc. Et voilà, je pense que, toujours en s'interrogeant sur faut-il sauver le soldat intéressement, effectivement, méconnaissance des salariés, d'autres mesures beaucoup plus concrètes, précises et immédiates, me font craindre pour l'avenir de la passion de mon confrère. Alors, cela étant, sur le sujet de la publication des accords d'intéressement, la raison pour laquelle ils sont exclus de la publication, c'est qu'ils contiennent, dans beaucoup de cas, des informations qui sont des informations confidentielles. Moi, je me souviens de cette entreprise qui justement m'interrogeait sur la publication éventuelle de leur accord d'intéressement, parce qu'en fait, ils avaient, par la fixation de leurs critères, ils avaient très précisément l'état de leur consommation, de leur consommation de carburant, de leur marge, du montant de leur marge, etc. Et donc, publier ces accords, au travers des objectifs qu'ils se fixaient, finalement, ils donnaient des indications qui auraient pu être des indications importantes pour leurs concurrents. Et donc, eux me disaient, si l'accord est publié, on ne peut pas publier l'accord en l'état, puisqu'on donnerait à nos concurrents des éléments confidentiels sur des éléments, des indicateurs économiques et financiers de l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un entre-deux, c'est-à-dire comme on fait pour les noms des signataires, ou alors utiliser effectivement cette possibilité qui est ouverte aux signataires de tout accord collectif, de demander le retrait ou demander que la publication soit faite sans la référence à certaines données confidentielles. Maintenant, dans un accord d'intéressement, on risquerait finalement, ce qui sera le plus intéressant pour les entreprises, c'est de savoir quels critères utilisent les autres, comment ils calculent leur formule de calcul. Or, c'est précisément ce qu'une entreprise ne voudra pas communiquer. Maintenant, peut-être publier quelques accords types ou quelques accords fictifs, mais qui donneraient un éventail des possibles, ça me semble être une bonne idée. Peut-être encore une, deux questions, mais le temps va bientôt arriver de la participation aux résultats et donc du rapport de Juliana Kova. Oui, M. Barret, qui est... Oui, bonjour, François Barbet. Effectivement, c'est un outil plébiscité et ça peut même être un outil attractif pour fidéliser les salariés. Mais je pense particulièrement aux petites entreprises. Les petites entreprises qui souhaitent le mettre en place doivent, comme toutes les autres, répondre aux conditions très techniques de l'intéressement. Il y a un pointillisme du contenu de l'accord, effectivement. Et quelquefois, les retours de l'administration sont extrêmement sévères, stricts, et avec un rigorisme très important. Alors même si on s'en sort en procédant par des avenants, quand vous avez une entreprise de 30 ou 40 salariés, ou plus petite, elle a toujours une crainte d'un redressement, même si on lui dit « maintenant ça va aller ». Du coup, n'y aurait-il pas
j'aime pas trop les interventions législatives trop fréquentes, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une simplification peut-être dans le contenu, parce que vous évoquiez certaines choses que vous ne rencontriez pas en pratique. Effectivement, il y a des choses qui m'ont été demandées par l'administration. J'ai eu beau chercher dans tous les textes, je ne le trouve pas. On l'a fait, on a procédé exactement comme il le souhaitait, mais vous comprenez que je pense que c'est un frein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, si possible, je pense qu'il faudrait l'éviter, mais en revanche, j'entends complètement ce sujet. Et alors en plus, maintenant, le contrôle de fond des accords d'intéressement a été transféré aux URSSAF, parce qu'on estime qu'elles sont plus compétentes sur les clauses qui doivent figurer dans les accords d'intéressement, etc. On commence à voir, je ne sais pas, peut-être les premiers signes d'un durcissement encore par rapport au retour que faisaient auparavant la Directs et la Driets. Et effectivement, nous, plusieurs de nos clients ont reçu des courriers d'observation avec des demandes un peu étranges, un peu atypiques, qui laissent à craindre effectivement un durcissement. Donc il y a effectivement ce regard que va avoir l'URSSAF sur les accords d'intéressement, et puis après il y a les textes du Code du travail qui encadrent le contenu de l'intéressement et qui fixent effectivement une liste de clauses obligatoires. Moi, je pense que cette liste de clauses, il n'y a pas forcément lieu de la modifier. Je pense que c'est plus le regard de l'administration qui doit être bienveillant. Et en général, moi, dans les expériences que j'ai eues, on échange avec l'administration. Alors, ça demande du temps. Il faut répondre par courrier. Il faut même parfois faire des rendez-vous pour expliquer ce qu'on a voulu dire et ce qu'on a voulu faire. Mais en général, ça finit par fonctionner, éventuellement par la mise en œuvre d'un avenant de mise en conformité qui peut être conclu après la première moitié de l'exercice. Donc on arrive toujours à s'en sortir. En revanche, je comprends tout à fait votre crainte que pour des petites entreprises, c'est difficile d'anticiper un retour de l'URSSAF. En plus, c'est pas toujours le même retour suivant que c'est telle ou telle personne qui relie l'accord, mais je suis pas certain qu'une réforme du Code du travail et de la liste des clauses à mettre dans l'accord d'intéressement, ça puisse satisfaire, enfin ça puisse répondre à votre crainte. Je pense que là, en plus, le contrôle vient d'être transféré aux URSSAF. Il y a peut-être un exercice de communication, alors c'est dommage parce que ça revient du coup aux employeurs, mais de communication entre les employeurs et les URSSAF pour voilà, peut-être leur faire connaître davantage les pratiques des entreprises en matière d'intéressement. Merci Vincent. Nous allons passer au volet participation. Juste peut-être ajouter un point. C'est, je crois que justement pour les petites entreprises, les branches professionnelles peuvent jouer un rôle. Et d'ailleurs, si vous regardez récemment, il y a eu la publication de l'accord d'intéressement de la branche des télécoms. Je fais la pub parce que je suis dans les négociations de branche. Justement, c'était dans l'optique de créer un dispositif et d'avoir un support pour les petites entreprises des télécommunications. Donc je pense que ça peut être une piste que les branches peuvent se saisir. L'autre piste, c'est le décret qui vient d'être, dont le projet vient d'être diffusé hier aux organisations syndicales et qui prévoit la possibilité justement de remplir en ligne un accord d'intéressement et grâce à un code d'authentification, de le faire immédiatement approuvé par l'administration, de sorte qu'il ne pourra plus être mis en cause après. Alors après, il faudra voir ce que ça donnera en pratique. Pour l'instant, on est au stade des textes qui prévoient justement la mise en ligne de cet outil de construction des accords d'intéressement dont les TPE pourraient se servir.